Bonsoir à tous et merci pour votre confiance et votre fidélité. Ben, vous qui, chaque mercredi, durant cette tranche des formations sportives, eh bien, vous êtes présents. Et oui, ce qui témoigne bien l'importance que vous accordez à votre émission. Au rang des invités présents sur le plateau, alors Daniel Dulac, qui est le responsable des services des sports auprès du conseil départemental. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Juste à côté de vous, eh bien, il y a monsieur Éric Paulin, qui est le concepteur de projet. Bonsoir, monsieur Paulin. Bonsoir, Canal 10. Bonsoir, Richard Etienne. Et puis, évidemment, comment ne pas présenter, justement, eh bien, Rudy Albina. Alors, Rudy Albina, qui est au service des sports de la CNBT. Bonsoir. Bonsoir, Richard Etienne, et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, en première partie d'émission, nous allons revenir sur le tournoi U16 du conseil départemental. L'occasion de faire un bilan complet. Et oui, sur ce qui s'est passé durant le tournoi, en faisant évidemment ressortir tout ce qui est positif et bien sûr négatif, sans oublier d'ailleurs l'objectif à terme, ce que vous avez l'intention de faire concernant d'ailleurs cette compétition. Et puis en deuxième partie d'émission, une large page sur le séjour au Brésil des jeunes footballeurs U16 de la CANBT. Est-ce que c'est une expérience à renouveler et dans quelles conditions? Eh bien, on verra tout cela d'ici quelques instants. Avec vous sur le plateau, messieurs, eh bien, on va d'abord parler de ce tournoi U16, c'est bien ce que je disais. Monsieur Daniel Dulac, un tournoi, c'est vrai, auquel vous attendiez hein, et que vous avez tout mis en œuvre justement pour que ça soit une réussite. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Simplement que le bilan du tournoi international du 16 édition 2024 a été une réussite sur le plan sportif. Nous avons eu un beau vainqueur en l'équipe de Lyon. Un tournoi aussi en pleine réussite parce que simplement les spectateurs étaient présents, puisque même en pleine semaine, j'ai vu le nombre de spectateurs qui étaient en tribune, ça m'a quand même impressionné. Et aussi un tournoi réussi simplement parce que les gamins qui étaient aux prises ont été très satisfaits du contenu du tournoi. Et au niveau de la Guadeloupe, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme ils me l'ont dit, mais peut-être qu'on attendrait un peu plus d'eux dans les années à venir. Alors, une finale que vous attendiez hein, entre ces deux formations, à savoir l'Inter de Miami et puis Lyon. Parce que ce sont des formations qui vous ont un petit peu étonné ou qui vous ont permis justement de voir un peu plus loin l'idée que vous allez peut-être mettre. On connaît, c'est vrai, bien le travail qu'effectuent ces centres de formation de métropole, hein, parce que ce sont les meilleurs, je crois. En tout état de cause, par exemple, l'Inter de Miami n'était pas mon favori, puisque l'Ajax m'avait beaucoup impressionné en termes de footballistique. Mais Lyon a été une équipe pleine de rigueur, comme tout à fait Rennes l'année dernière, une équipe surprise parce qu'ils sont bien cadrés au niveau discipline. Moi, j'étais impressionné par ces jeunes joueurs qui ont entre 15 et 16 ans et qui arrivent déjà à un tel niveau footballistique. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Et puis l'Inter de Miami, hein, il ne faut jamais oublier que le soccer, comme ils disent aux États-Unis, on n'est là que depuis à peine 20 ans. Ils arrivent déjà à nous fournir des équipes avec des jeunes qui sont capables de jouer à ce niveau-là. Ça veut dire simplement que quand le travail est fait, donc on a des résultats. Oui, alors, il est un fait certain, Éric Paulin, je le disais, vous êtes le concepteur de ce projet, en quelque sorte. Vous êtes rentré en contact, c'est vous qui avez contacté, pardon, l'Inter de Milan, de Miami, et comment ça s'est passé, justement, ce contact? Alors, ce contact s'est passé par l'intermédiaire du vice-président de la MLS, qui est un Français. Et son rêve, hein, comme le président de la commission sport l'a dit aussi, il faut toucher à tous les continents, à tous ceux qui pratiquent le football. Et nous, on n'avait jamais vu une équipe de MLS présente sur le tournoi de Guadeloupe. Et quand il m'a donné le contact de Victor de l'Inter Miami, le courant est passé entre nous. Et donc, on a décidé de les faire venir. Mais, c'est pas facile, c'est pas facile de les faire venir. Autant sur le principe français, on a des choses en commun. Là, c'est conception tout à fait différente. Et là, je peux vous dire que waouh, il fallait être présent partout.
même pour les chambres. Ça a été un petit peu compliqué au début, mais après, sur le plan footballistique, on s'est rendu compte que, la preuve, ils ont fait la finale, que c'était quand même des gens de haut niveau. De haut niveau. Et puis surtout, ce club que nous avons reçu, justement, disons, là où étaient hébergés quasiment tous les joueurs, dans un grand hôtel au Gosier, le coach, lui, il me disait que ça faisait que 4 ans seulement qu'ils étaient en préparation, c'est le cas de le dire, et que c'est une équipe qui est en devenir. C'est une équipe, on aura l'occasion d'entendre parler justement de cette équipe de l'Inter de Miami. C'est ce qu'il me disait. Mais ça, c'est juste avant la finale. Et puis voilà. Oui, effectivement, l'Inter de Miami, c'est quand même l'une des meilleures équipes de Floride. Et je ne sais même pas si ce n'est pas l'une des meilleures équipes d'Amérique du Nord, parce que il faut savoir que le président de l'Inter Miami, c'est Beckham. Ouais. Bon, donc il a une conception du football, c'est quelqu'un qui connaît le football, et il n'aurait jamais accepté de ternir l'image de son club s'il ne savait pas qu'ils avaient une bonne chance de remporter ce tournoi. Il faut savoir aussi que l'équipe, elle est composée de beaucoup de latinos. Il y a bien sûr quelques Américains, mais majoritairement, c'est des Argentins, des Vénézuéliens, je dirais les Latinos, des Cubains, des Portoricains, Dominicains, tout cela. Et ça nous donne une image du football qu'on peut avoir dans les années à venir au niveau des clubs sur notre zone, parce que notre zone Caraïbes, Amérique centrale, Amérique du Nord, on sera directement concerné. Alors, le vainqueur, on l'a dit, c'est donc Lyon, l'Olympique lyonnais. Je vous propose d'entendre le coach de cette équipe qui aurait dû être avec nous en direct dans cette émission, mais il a quelques petits problèmes. Je vous propose de l'écouter, puisqu'en fait, juste avant la finale, un tournoi qui a bien commencé. Il a une vision du football et il savait ce qu'il voulait justement dans ce tournoi. Je vous propose de regarder et surtout d'écouter avec beaucoup d'attention. Un tournoi qui a bien commencé. 3 victoires, 1 défaite, c'est quand même pas mal. Dans l'ordre de victoire qui nous a permis de valider une qualification en quart de finale et une défaite quand même ce matin pour terminer les phases de poule. Ouais. Et puis un très bon match aujourd'hui contre l'Ajax en quart de finale qui nous permet de continuer dans la compétition. Alors Lyon qui vient pour la première fois, je dirais, dans ce tournoi. Effectivement, c'est une première. On cherche à mettre nos garçons dans des contextes qui leur permettent de progresser, de découvrir d'autres équipes qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer au quotidien. Donc on est venu chercher ça et l'Ajax en était un exemple cet après-midi. Alors une question que j'ai eu l'occasion de poser à tous ceux que j'ai reçus hier. Participer dans un tournoi comme celui du conseil départemental, qu'est-ce qu'il a de singulier pour vous ? Singulier parce qu'il y a à la fois un mélange ou de significatif. Ouais, ce qui est significatif, c'est qu'il y a aussi un enjeu, je pense aussi culturel. Oui. C'est à la fois de jouer des sélections qui sont issues des terres du Dom-Tom et à la fois de se mélanger à des équipes, on va dire européennes. Donc ce mélange fait qu'on a des expériences qui sont très riches et qui permettent de voir aussi un autre football. Alors chaque année, vous me le disiez un petit peu hors antenne, vous participez à des tournois, comme ça a été le cas pour l'Italie par exemple. Effectivement, pour les U16 cette année, c'est 3 tournois. Un tournoi en Italie à Novara avec la génération, avec notamment quelques U15. Un gros tournoi de référence en France qui est le tournoi de Montaigu, qu'on a joué au mois de mars. Et ce tournoi-là qui va venir clôturer la saison en Guadeloupe. Oui, j'ai tellement envie de t'entendre, toi, Molvin Otobo, tu es nigérien et tu fais tes armes justement dans cette équipe lyonnaise. D'abord, qu'est-ce que ça a de particulier pour toi, le fait que tu te trouves dans cette équipe de l'OL? Pour moi, ce qui est particulier ici, c'est qu'il y a une vraie ADN de jeu qui est transmise de génération en génération du plus petit au plus grand. Ce qui me marque beaucoup ici, c'est le style de jeu de passe, qui n'est pas forcément de chercher l'eau, mais de sortir proprement du sol et de mettre du beau jeu au public et donner un maximum de cœur. Alors, pour tous ceux qui te regardent, tu regardes les camps, pour tous ceux qui te regardent justement à l'antenne,
Donc tu t'es trouvé dans cette équipe de l'OL comment? J'ai fait mes débuts dans un petit club de quartier qui s'appelle... De quel quartier? Là-bas Le 8e. D'accord. J'ai fait mes débuts là-bas, au 7, oui. Jusqu'à U12. Dans la saison U11 et U12, j'ai eu quelques tests dans différents clubs. Comme Angers, où je ne suis pas allé tant non plus. Je suis allé à Dijon, etc. Et finalement, j'ai opté pour le club de cœur, l'OL. Voilà. Mais quand tu dis que tu as été tu es passé dans un certain nombre de clubs, on est venu te chercher ou tu es allé de toi-même avec tes parents? Ça s'est passé comment? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a repéré? Alors on est venu me chercher au club, certains d'eux-mêmes pour discuter directement avec mes parents et d'autres sont passés par les coachs ou alors la direction du club pour pouvoir nous envoyer des messages et des courriers. D'accord. Et aujourd'hui, tu te sens bien dans cette équipe dans ce club, dans ce centre de formation de l'OL? Oui, je me sens très bien. Je suis très fier de porter les couleurs de Lyon et de représenter tous les jours ce club. D'accord. Te frotter justement à ces joueurs qui viennent un petit peu de partout, dans tous les continents, qui viennent d'Afrique comme toi, qui viennent aussi des États-Unis. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, je dirais que c'est d'autres joueurs comme moi. Oui. Et après, tout ce qui change, c'est la culture et le style de jeu. Et je pense que c'est une bonne expérience de venir jouer dans des pays comme la Guadeloupe ou autre. C'est la première fois que toi tu viens à Guadeloupe aussi? Oui, exactement. D'accord. Et comment tu trouves ce pays ou ce département? Alors, c'est un très beau pays. T'as envie de rester? Ouais. Si je pouvais rester plus longtemps, je l'aurais fait. Mais malheureusement, on ne peut pas. Oui. C'est un très beau pays, malgré une grosse chaleur qu'on ne connaît pas trop bien en France. Oui. Sinon, c'est très beau. Il y a la plage, le paysage, etc. Ça t'arrive quelquefois de retourner de temps en temps au Niger? Ça fait très longtemps que je ne suis pas retourné au Nigeria. Ouais. Ça doit dater de 6 ans la dernière fois que je suis allé. Ouais, très bien. Cédric, je vais essayer de m'entretenir un petit peu avec toi, puisqu'on se connaît depuis des lustres. Alors, toi, tu es le coach du CERFA. Ouais, depuis cette année, je suis le coach chargé de l'équipe U16 du CERFA. Alors, le CERFA, c'est quoi, tout simplement? Une victoire, un nul et une défaite dans ce tournoi. Ouais, comme l'a dit Nicolas, l'objectif dans le tournoi, c'est de se confronter à d'autres équipes, d'autres horizons. Et justement, pour nos jeunes, c'est un plus pour nous de se confronter à d'autres horizons. Ah, d'accord. Ça se passe très bien avec Roland Seux, qui je sais, c'est le coach principal. Roland, c'est le directeur, ça se passe super bien avec Roland et on a une bonne entente et jusqu'à maintenant, ça se passe très bien et je suis vraiment content de travailler avec lui. Et le comportement des gamins dans ce tournoi, est-ce qu'ils en demandent? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'ils se sentent bien? Comme je disais tout à l'heure, c'est assez intéressant pour nous parce que vu que nous sommes basés en Guadeloupe et on n'a pas beaucoup de visibilité, alors le fait de jouer ce tournoi, ça donne un peu de visibilité à tous nos joueurs. D'accord. Le CERFA qui, on le sait, fait partie de la régionale 1. Bon, ça ne se passe pas très bien pour cette équipe au niveau de la régionale 1. Selon toi, est-ce que le CERFA a vraiment sa place dans cette catégorie? C'est une question, simplement que je te la pose. Non, comme je dis, moi je suis en charge de l'équipe U16 oui. Et l'équipe qui joue en régionale 1. D'accord. Roland qui est à la charge. Mais moi je réponds quand même à ta question. Moi je trouve que le CERFA a entièrement sa place. Parce que le but c'est pas de gagner des matchs, c'est de former des joueurs. D'accord. Et le fait de les faire jouer dans une division au-dessus, c'est formateur. C'est formateur. Oui, on revient sur le plateau avec vous, messieurs. Alors, Daniel Dulac, vous avez entendu le coach de Lyon. Et là, on rentre véritablement dans le vif du sujet. Vous avez parlé un petit peu, vous avez fait un petit peu le bilan. Alors, selon vous, et pour répondre à ma deuxième question, sur le plan négatif, qu'est-ce qui manque vraiment à nous? Qu'est-ce qui manque à notre football? Vous savez, je ne suis pas un grand technicien du football, mais je constate simplement que, en ayant discuté avec un certain nombre de cadres et d'entraîneurs,
et avec un certain nombre de joueurs, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des... puisque les gamins sont motivés, là il reste à peu près certainement mettre en place des infrastructures pour que les gamins puissent évoluer dans de bonnes conditions. Il faudrait aussi un niveau de formation peut-être plus élevé pour nos cadres du football, de façon à ce que ces gamins-là soient bien pris en main. Et il y a une chose qui m'a été dit par un coach étranger, il me disait qu'il trouve que nos gamins n'ont pas suffisamment d'hygiène alimentaire. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est vrai que j'ai pu constater qu'effectivement, qu'après un match, nos gamins étaient capables d'aller boire du coca, ce qui ne se faisait pas, par exemple, pour les centres de formation de Lyon ou du Havre. Donc ça veut dire simplement qu'il y a des choses à mettre en place. Il y a une réunion qui a été mise en place le mardi avant le début du tournoi pour les cadres venant des pays extérieurs donc, et de la France avec nos cadres locaux. Il y a des échanges qui ont eu lieu et des échanges intéressants. Moi, je pense que nos cadres ont pu tirer des éléments nécessaires pour encadrer nos jeunes, pour leur permettre d'arriver à ce niveau-là. Et nous, au niveau du conseil départemental, selon la feuille de route que m'a donnée donc, le président Guy Losbar, il s'agit aussi de faire en sorte que, à travers le sport, que les jeunes Guadeloupéens qu'on a exposés à travers ce tournoi-là, parce qu'il ne faut pas hésiter de le dire, hein, peut-être que M. Paulin va le préciser tout à l'heure, il y a près de 4 ou 6 jeunes qui ont été contactés par des clubs extérieurs parce qu'ils ont été exposés pendant ce tournoi-là. Donc ça veut dire que le tournoi a servi, mais il faut se dire aussi qu'on est là pour aider, le conseil départemental sera là pour aider en termes d'infrastructures sportives, de façon à ce que ces jeunes-là puissent évoluer dans de bonnes conditions, et aussi accompagner la Ligue de football qui est en charge donc, de l'organisation des compétitions, donc accompagner cette Ligue de football-là. Donc nous avons mis en place avec la Ligue de football un contrat d'objectif que nous venons de signer à hauteur de 300 000 € de façon à pouvoir accompagner correctement la Ligue de football pour faire en sorte que nos jeunes, à travers ce tournoi-là, l'année prochaine, puissent être dans de meilleures conditions. On va parler tout à l'heure de l'avenir, justement, de cette compétition, mais j'aimerais quand même entendre Rudy Albina, oui. Mais pourquoi? Parce que, c'est vrai, nous étions au Brésil, on parlait du Brésil tout à l'heure, mais le regard que vous avez, justement, par rapport à cette compétition. Alors, j'ai un regard qui est... tournoi international U16. Hein, d'accord, j'ai un regard qui est triple. D'abord, évidemment, je n'interviens qu'en tant qu'administratif au sein d'un EPCI, donc je me garderai bien de faire des commentaires sur la partie proprement sportive. Donc, il y a des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi pour cela. Ce que je constate, c'est qu'il y a une volonté politique. Monsieur Dulac vient d'évoquer le nom du président du conseil départemental, qui est aussi président de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre, et le président a effectivement créé les conditions pour que les jeunes partent. Donc c'est dire qu'en amont, il y a une volonté de faire de sorte que les jeunes Guadeloupéens puissent bénéficier d'expériences de manière à se développer. Je considère que se faire rencontrer des équipes de niveaux différents, de pays différents, de cultures différentes, de styles de jeu différents, c'est une bonne chose. Après, on pourra toujours évoquer effectivement les insuffisances ou les manquements ou tout ce qui explique que les performances ne soient pas au rendez-vous, puisque c'est très bien de faire venir les gens, mais ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse ensuite faire le bilan et faire l'évaluation. Le temps de l'évaluation viendra. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose que je souhaite dire, c'est, me semble-t-il, et là je m'appuie non pas simplement sur ce que j'ai vu, mais sur, comme M. Dulac l'a dit fort justement, sur les échanges que j'ai eus avec les techniciens. Et je retiens une chose, peut-être que c'est un peu exagéré, mais en tout cas c'est ce qu'ils me disent. Globalement, le football guadeloupéen est en crise. Globalement. Aussi bien, alors en tout cas pour certains clubs. Ceux qui fonctionnent très bien sont plutôt rares. Les autres, on a un problème d'encadrement, on a un problème de mobilisation, on a un problème, évidemment, encore une fois, je suis totalement d'accord parce que j'ai eu l'occasion moi-même de voir certains jeunes, et c'est vrai qu'ils ont tendance à manger n'importe quoi. Quand on voyage avec eux, c'est sûr, on le voit bien. Donc probablement que tous ces paramètres, alimentaires, techniquement, encadrement, peut-être même sur le plan éducation. L'aspect nutritionnel est à il y a effectivement un travail à faire. Je constate néanmoins qu'il y a une volonté de se faire confronter des gens pour tirer une expérience globalement positive pour tout le monde. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Éric Paulin, alors, quand on regarde les résultats, avant de passer justement à la pub, quand on regarde les résultats, eh bien, on se rend compte justement qu'on est très, très, très loin. Bon,
on obtient une 8e place, hein, bon, avec la Carle. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cela? Non, je dirais que on n'a pas à rougir quand même, parce que en face de nous, il y avait quand même l'élite du football, en U16, je dirais presque mondial, parce que l'Ajax d'Amsterdam reste la référence. L'Olympique lyonnais, c'est le meilleur club formateur de France. Et on considère que la France est l'un des pays, au niveau des jeunes, les mieux équipés, les mieux organisés. Donc, quand on fait le bilan, quand on regarde les équipes qui sont devant, on se rend compte qu'elles sont à leur place. Maintenant, après, il y a la qualité du jeu. La qualité du jeu, c'est autre chose, mais ça demande, et le président du LAC va en parler, ça demande une préparation peut-être sur les années à venir qui sera un peu différente. Parce que dans l'esprit de certains, me semble-t-il, on est dans le tournoi, on est à l'hôtel, on joue au foot, mais on n'a pas encore cette envie de dire on va gagner, on est là pour gagner, on veut se faire voir. Et je crois que c'est sur cet aspect qu'il faut continuer à travailler. Oui, il faut raviver en quelque sorte la flamme du jeu, c'est le cas de le dire. On va arriver d'ici quelques instants, avec quoi? Tout simplement l'avenir de ce tournoi international U16, mais ce sera juste après la pub. À tout de suite. On retourne sur le plateau avec les invités. Vous savez, chers amis téléspectateurs, nous parlons de ce tournoi U16, le tournoi international U16 qui s'est déroulé il y a quelques jours dans le département. Et on va parler justement avec vous, M. Dulac, de l'avenir même de cette compétition. L'avenir de cette compétition. Alors c'est vrai, il y a un objectif, je crois, c'est de faire briller la Guadeloupe au plan international. Tout le monde le sait. Quel va être votre cheval de bataille, en tout cas, pour cette compétition, en tout cas pour l'année à venir? C'est-à-dire que la conclusion qu'on tire, puisque c'est la 2e édition du tournoi U16, par rapport à, si vous voulez, l'organisation autour des équipes locales. Donc nous, ce que nous allons proposer, et c'est ce qu'on va mettre en place certainement, c'est-à-dire que nous avons 6 équipes qui représentent chacune une communauté d'agglo. Donc, et nous avons plus de CFA que nous allons garder. Mais parmi les 6 équipes de communauté d'agglo, pour bien mettre en place une préparation, nous allons mettre à partir du mois d'octobre, des vacances donc de Toussaint, fin octobre, mettre en place un challenge qui permettra de faire jouer ces équipes-là. C'est déjà les meilleurs de chaque zone, de les faire jouer ensemble. Et donc on aura un tournoi qu'on va mettre en place octobre, décembre, puis les vacances de carnaval, puis les vacances de Pâques, de façon à ce que ces jeunes-là s'affrontent entre eux pour faire monter le niveau. Et on risque de retenir, puisque c'est ce qu'on va faire, on va retenir les 4 meilleures équipes parmi ces 6-là. De façon qu'on ait 4 équipes bien en jambe pour pouvoir se confronter à les équipes qu'on fera venir, donc plus de CFA, donc se confronter et voir si le niveau de ces équipes-là monte un petit peu de façon à avoir des équipes beaucoup plus représentatives au niveau du sport guadeloupéen. Et ça va être toujours la catégorie U16. On va rester toujours dans la catégorie 16. La seule chose, ce qu'on met en supplément, c'est-à-dire que là, on demandait aux équipes de commencer à se préparer courant janvier. Ils n'arrivaient pas tous, puisque les regroupements de ces gamins-là sont difficiles, parce qu'entre-temps, ils sont dans leur club, ils jouent leur championnat. Donc, on va mettre en place pendant les périodes de vacances, avec l'accord de la Ligue guadeloupéenne de football, ce fameux challenge où on va faire se confronter tous ces jeunes de façon à que le niveau puisse monter et que ces jeunes-là aussi prennent l'habitude de jouer ensemble, non pas sur un tournoi, mais pendant quasiment 6 mois. Donc, ce qui ferait que forcément, il y aura des coordinations, il y aura des choses qui vont se mettre en place. Et peut-être que là, on pourra avoir des équipes guadeloupéennes au niveau confrontation. Parce qu'il ne faut jamais oublier, et Eric l'a dit tout à l'heure, c'est un tournoi international U16, mais c'est surtout un tournoi des centres de formation. Donc on voit bien, tournoi de centres de formation, le niveau qu'a les centres de formation qui viennent participer à ce tournoi-là, par rapport à nos jeunes qui sont par exemple à centre de formation CFA et par rapport aux jeunes des différentes communautés d'agglo qu'on essaie de mettre ensemble pour avoir l'esprit d'équipe et pour avoir un niveau technique footballistique qui est intéressant. D'où l'importance pour nous d'avoir notre propre centre d'information en dehors du CFA, en dehors d'ailleurs du CREPS.
Mais vous savez, moi je pense que le club c'est la panacée. Donc moi je ne peux pas dire qu'on va monter en parallèle un centre de formation, puisque est-ce qu'il y aurait suffisamment de gamins pour à la fois être au club et dans un autre centre de formation? Moi je pense que c'est l'élite du football qui est au club. C'est vrai que c'est l'élite anti-Guyane, mais c'est quand même l'élite du football. Donc ça a été une très bonne initiative de la part de la Ligue guadeloupéenne de monter ce centre de formation. Là maintenant, il reste le travail à accomplir, et vous avez bien entendu l'entraîneur des U16. Il y a un travail à faire pour attirer ces jeunes vers le haut et pour qu'ils soient confrontés de plus en plus, grâce au tournoi U16, ils voient à quel niveau ils sont, donc le travail qu'il leur reste à accomplir, et pour pouvoir monter en gamme par rapport à ces jeunes-là, et non pas se dire qu'on va former des jeunes pour partir éventuellement dans les clubs de formation au niveau professionnel. D'accord, alors, Éric Poulain, j'imagine que vous avez déjà pris votre bâton de pèlerin pour les clubs qui seront certainement présents, les clubs, disons, internationaux qui seront présents. Oui, c'est un travail, quoi qu'il en soit, de longue haleine. On ne peut pas avoir des clubs comme ni l'Ajax Amsterdam, ni le Bayern de Munich, ni Manchester City, si on s'y prend à la dernière minute. Il faut organiser les choses au moins presque un an à l'avance. Mais aussi, il faut se dire que si on fait venir les meilleurs clubs du monde, il ne faut pas qu'on soit surpris d'être de l'autre côté, en bas du tableau. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Je crois qu'il faut, surtout le président du LAC l'a dit, c'est sa volonté à lui, il faut motiver les gamins, il faut motiver l'environnement, il faut motiver les éducateurs et se dire, il faut qu'on se qualifie pour ce tournoi. Et la qualification va nécessiter des préparations, des regroupements, une structure même au niveau du comité d'agglo. Parce que, avec le recul, on se dit quoi? On se dit, OK, il y a 18 gamins qui sont pris en charge par le conseil départemental, plus 2 encadrants. Et peut-être qu'il faudrait aussi prendre un kiné, un médecin, parce que tous les clubs professionnels qui sont là, ils sont tous venus avec leur staff médical. Donc disons que ce sont des réflexions qui vous animent depuis quelque temps, quoi. Oui, mais ça, je vais en discuter avec le président du LAC, et il va falloir structurer cela. Parce que moi, j'ai fait venir à l'hôtel un kiné qui, lui, au bout de 2 jours, il a dû partir parce qu'en fait, il n'y avait pas trop de retour. Mais si, dans la structure, on met en place un staff médical, ne serait-ce que, peut-être pas pour chaque équipe, mais au moins pour les 4 équipes sélectionnées, un staff médical qui s'occupe de nos gamins, je pense que ça va être quelque chose qui pourrait nous apporter un plus. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention aussi, c'est ce que je vais vous présenter, chers amis téléspectateurs. De quoi s'agit-il? De ce voyage justement au Brésil, où justement nos gamins, ils se sont trouvés d'ailleurs, un endroit merveilleux. Je vous propose de regarder ce reportage. Les images sont signées Chivas. Regardez. Rio de Janeiro, destination finale d'un long voyage marqué par des aléas de parcours. Parti un vendredi, 8h pour le Caraïbe, direction Saint-Martin-Grand-Case, 55 minutes de vol. Puis l'aéroport de Juliana. Là, une correspondance est prévue pour Panama. 3 heures d'attente. L'annonce d'une nouvelle surprenante. Le vol est annulé. Motif, l'avion ne peut pas atterrir sur la piste. Information via le service de la météo locale. Il faut récupérer des bagages. Direction l'hôtel pour passer la nuit avec espoir de partir le lendemain. Oui, ce sont des choses qui arrivent. De toute façon, quand on voyage, il faut toujours penser qu'il peut y avoir des impondérables. C'est quelque chose que nous avons pu gérer effectivement avec, on va dire, une certaine aisance, puisque un plan B a été mis en œuvre. On a pu se rapatrier vers un hôtel à Saint-Martin même, puis demain matin on se rendra à l'aéroport de Juliana pour se diriger ensuite vers le Panama et regagner le Brésil comme prévu, avec bien évidemment quelques heures de retard, mais en tout cas ce qui est prévu ne va pas changer substantiellement le planning, et on aura effectivement à vivre les événements qu'on avait programmés initialement.
À Panama, il faut attendre 22h15. Alors, le séjour, tu sais déjà comment ça va se passer là-bas pour toi? Oui, donc normalement, ce sera 4 jours dans le centre de formation, à s'entraîner avec les clubs et il y a des matchs amicaux aussi. Pour enfin s'embarquer pour Rio, temps de vol, 7 heures. Pour une arrivée le lendemain, 5h45, heure locale. Un voyage long, avec au bout de la satisfaction. Comme nous sommes arrivés à Saint-Martin, c'est vrai que l'avion en provenance du Panama ne s'est pas posé, mais nous sommes allés à l'hôtel, on a passé un moment agréable à Saint-Martin, et maintenant nous arrivons à Rio. Et bon, on va maintenant à Fluminense. On est à 50 minutes de l'aéroport, et puis l'aventure brésilienne commence. C'est parfait, merci. Maintenant, il faut commencer le programme avec un jour de retard. Fluminense Football Club, fondé dans les premières années du 19e siècle, surnommé les Tricolores, est la première organisation de l'État de Rio de Janeiro à servir de modèle à un grand nombre de clubs brésiliens. C'est au cœur de ce centre qu'ils seront en immersion. Fluminense a remporté à 33 reprises le championnat carioca, 4 fois le championnat de l'État de Rio. Des trophées exposés partout résulte, s'il en est besoin, toute la dimension de ce club, au palmarès impressionnant. Pendant 4 jours, ils seront sous la houlette du coach Jacques Delos et cet homme, André Medeiros, plein d'expérience. Pour lui, le football n'a pas de secret. Faire tous les process, et le Dix a été le premier team. Et le premier team, 6 fois à Italie, Roma, pays. Fluminense, c'est notre jardin secret. C'est un club européen qui se rapproche de nous pour notre culture footballistique, comme l'Olympique de Marseille. Mais toutes les formations dispensées se font ici à Flamengo. C'est une fierté pour nous. Et oui, d'avoir formé des joueurs qui brillent dans le monde. Marquinhos au PSG, Marcelo Real de Madrid, qui revient à la maison, Douglas Costa Bayern de Munich au Juventus de Turin, Thiago Silva, PSG et Chelsea. Aussi, je te présente notre complexe sportif. Ce club a transcendé le sport pour devenir un symbole de passion. Nous avons 14 entraîneurs pour toutes les catégories, les adjoints, l'entraîneur des gardiens, les partenaires physiques, les analystes des données. Ils travaillent tous en connexion. Ils ont pour objectif de faire évoluer le club dans la meilleure direction. Le football au Brésil fait partie de la vie sociale politique. Il est parfois considéré comme une religion. Il est surtout le symbole d'une vie brésilienne. En ce qui concerne les tendances de l'entraînement à travers l'histoire, il semble que ce soit la périodisation tactique qui présente le plus d'hypothèses théoriques qui envisagent la spécificité dont le football a besoin pour mettre en œuvre le modèle de jeu à partir du processus de pérennisation de l'entraînement en passant par le principe du jeu. En clair, rendre le jeu plus opérationnel. Ici, les plus jeunes joueurs doivent apprendre comment déplacer la balle rapidement et correctement en évitant les blessures. Ils développent ces aspects de base. Mais la philosophie du football brésilien est basée sur l'attaque. Le but opposé aussi rapidement que possible, en jouant la sécurité avec des passes courtes, à terre, garder la position de balle aussi longtemps que possible. Comme solo. Essa é a ideia. La coordination technique contrôle la supervision, contrôle le coach, contrôle tout le staff. Bien? Pour avoir le travail et faire des mouvements de joueurs.
Se frotter aux jeunes Brésiliens, une première pour nos Guadeloupéens qui ont compris l'écart qui les sépare de ces joueurs dotés d'une technique de balle au pied remarquable et d'une vision de jeu au-dessus de la moyenne. Le rêve, c'est d'être un joueur professionnel. Le Brésil, c'est aussi ce stade mythique, Maracana, lieu de pèlerinage pour les passionnés de football, autant pour son histoire sans comparaison et pour son énorme capacité d'accueil. Inauguré en 1950 pour la Coupe du Monde de la même année, 200 000 places jadis, réduit désormais à 78 838 en vue de la Coupe du Monde de 2014. Un souvenir qui ne laisse pas indifférent. Alors ici, nous sommes dans le stade de Maracana. Vous le savez, c'est le stade le plus prestigieux, le stade, je dirais, le plus gigantesque qui puisse exister dans le monde. Et quand on est là, eh bien, on est au paradis, c'est le cas de le dire. Paradis, pourquoi? Parce que, vous savez, il y a énormément de places. Vous voyez, c'est phénoménal. Et avec tous ceux qui sont autour de moi, qui sont venus, qui sont du voyage d'ailleurs, ils sont très contents. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir ce stade. Et je m'approche d'ailleurs de Jacques, l'éducateur. Alors Jacques, c'est vrai que tu rêvais d'être ici. Et ça y est, c'est bon. Tout à fait, c'est pratiquement, je dirais, la cerise sur le gâteau pour nous. Après une bonne semaine passée au niveau du centre, et là on se retrouve au stade Maracana, comme vous avez dit, plus de 150 000 personnes quand il y a match, donc ça peut aller jusque-là. Donc vraiment extraordinaire pour nous. Et surtout aussi pour les joueurs, parce que aussi, Maracana c'est l'histoire même de football, avec les Pétards, tous les grands ici. Quand on voit la tribune, regardez-moi un peu la tribune, cette tribune gigantesque, je l'ai dit tout à l'heure, et qui avec beaucoup de place. C'est un petit peu le calme maintenant. Je me dis que lorsqu'il y a un match, c'est véritablement la fête ici. D'autres personnes se trouvent avec nous, pourquoi pas. Et puis je vais me rapprocher de toi. Jérémy, comment tu te sens? Je me sens bien parce que c'est un rêve qui devient réalité. De base, on voit ça qu'à la télé, et là on s'est dit qu'on y est en vrai, parce que tous les grands joueurs ont joué dans ce stade-là. Oui, c'est vrai, tous les grands joueurs. Président, je vous vois tous souriants. J'imagine que vous êtes comblé, hein, le fait que vous êtes à Maracana. Mais je suis comblé parce que ça a toujours été un rêve pour moi de visiter ce stade mythique. Je peux dire qu'en 1970, c'est là que Carlos Alberto a marqué le 3e but. Là, Pelé avait fait la magnifique tête qui avait donné le 2e but. Et être ici, pour moi, je suis sans frisson. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est de voir tous les jeunes qui ont les feux dans les yeux, qui sont vraiment contents. On peut dire merci la CNBT. Oui, merci la CNBT. Alors, avec toi aussi, Audi, tu reprends si tu es content. Évidemment, comment ne pas l'être quand on sait qu'on est, on l'a dit et répété, sur un stade qui est complètement mythique. C'était 200 000 places au départ. Pour des questions de sécurité, on a réduit le nombre à 160 000 places. Et j'imagine que quand il y a un match de foot, voir autant de personnes, et j'imagine également que l'équipe qui jouerait contre une équipe du Brésil doit subir une pression absolument phénoménale quand on a plus de 160 000 personnes, parce que semble-t-il, les Brésiliens se déplacent et que quand il y a un match de foot, c'est complètement rempli. Et la deuxième chose que je voulais dire, surtout, il faut vraiment, je crois, remercier infiniment le président de la CNBT, M. Guy Losbar, qui a vraiment joué le jeu au nom du sport, au nom des jeunes, au nom de la volonté de faire de sorte que le sport soit un vecteur de cohésion sociale et mettre en place une véritable équipe communautaire pour participer à la compétition qui va avoir lieu au mois de mai. Et c'est une préparation à laquelle j'ai pu assister à un certain moment. Et je dois dire que franchement, c'est du boulot, c'est du travail, et que c'est vraiment très bien qu'un EPCI, qu'un président puisse s'investir personnellement et permettre de créer les conditions pour que les jeunes puissent s'entraîner et se former dans le football. Les conditions, puisqu'il fallait en avoir, notamment en ce qui concerne la maîtrise de la langue locale, c'est-à-dire le portugais. Et je cherche justement notre traductrice
qui n'est pas loin, qui est juste à côté. Ah oui, qui va venir quand même. Mais oui. Deux petits mots justement, parce que c'est vrai que je le disais, c'est vrai que ça nous a été un petit peu difficile. Mais heureusement que tu étais là. Ah, bah oui, pour la traduction. Oui, j'ai pas tout fait, mais on a participé tous ensemble à ce que le séjour se porte au mieux pour tout le monde. Et donc c'est, je pense, une très belle expérience pour tout le monde. Et il y en a plein qui repartiront avec de beaux rêves. Donc on espère pouvoir renouveler cette expérience pour les autres jeunes à venir. Et qu'on puisse découvrir d'autres équipes. Ce serait pas mal. Le rêve, c'est le reflet de la réalité, on a pour habitude de le dire. En tout cas, vous qui voyez ce reportage justement à travers votre écran, je vous assure que nous sommes très heureux et on a voulu partager ce moment merveilleux avec vous. Voilà, je crois que c'est l'essentiel qu'il faut retenir concernant ce voyage mémorable ici au Brésil, précisément à Maracana. Vous avez toujours de l'émotion ou pas? Écoutez, quand on revoit ces images, comment ne pas la voir? Et puis vraiment, monsieur, je me permets, je te connais, mais je me permets de t'appeler Monsieur Richard Etienne. Vraiment, merci beaucoup parce que tu as fait un travail qui est absolument formidable. Tu as su retracer avec beaucoup de vérité et de sensibilité également ce que nous avons pu vivre, aussi bien sur le plan purement sportif que sur le plan culturel et pour finir, sur le plan spirituel, évidemment, pour moi, c'est un véritable cadeau. Donc, merci beaucoup. Oui. Voilà, c'est un petit peu ça, le Brésil, c'est un petit peu ça, le voyage. Et puis surtout, nous sommes partis avec cette intention, c'est de vous donner un maximum d'émotions et à vous, chers amis téléspectateurs, puisque je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui entendent parler du Brésil et qui voudraient peut-être aller faire un tour, qui n'ont pas eu l'occasion peut-être d'y aller, mais c'est un petit peu ça. Voilà, c'est un peu notre façon de travailler à Canal 10. On va justement parler de quelque chose d'autre, puisqu'on aura d'ici quelques instants Ferli Virginius par téléphone qui va nous parler du tournoi, un tournoi justement qui concerne les U14 et U15 et qui va se dérouler du côté de Petit Canal. Je regarde justement à savoir notre réalisateur Yann pour savoir s'il est fin prêt, quoi qu'il en soit. Juste avant la conclusion, et puisqu'on va faire la conclusion d'ici quelques instants, Monsieur Dilac, juste pour revenir un petit peu avec vous, un petit voyage comme ça au Brésil, peut-être ça vous laisse quoi non, simplement, moi je trouve très intéressant de pouvoir montrer aux jeunes c'est le tournoi international U16, parce que c'était dans le cadre de la préparation du tournoi international. On voit bien qu'il y a l'échange sportif, mais aussi il y a bien l'échange culturel, puisque ça a permis à la CNBT dans ce cadre-là de pouvoir se déplacer, d'aller avec les jeunes au Brésil, immersion dans un terrain, dans une équipe de football, mais aussi un voyage culturel, puisque ça a permis aux jeunes de découvrir. Puisque moi, je discute souvent avec des gamins qui font du sport, peu importe le sport, et je constate que ces gamins-là rêvent. Et là, ça a permis certainement à certains gamins d'atteindre un rêve qui pour eux était inatteignable il y a quelque temps. Donc le tournoi a permis simplement de cette réconciliation entre le sport et la culture et faire en sorte que ces gamins-là puissent continuer à rêver. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir ces images parce que simplement, on voit bien que le Brésil à notre porte peut aussi offrir des choses intéressantes à nos gamins aussi au niveau de la Guadeloupe. Tout à fait. Alors, Ferli Virginius, vous êtes en direct avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Monsieur Etienne, bonsoir à tous. Tu m'enlèves le Monsieur Etienne. Écoute, le Richard, c'est encore mieux, hein, n'est-ce pas, Ferli? Voilà, le monsieur me laisse un peu perplexe, d'accord? Ok. Alors, écoute, on va parler justement de ce tournoi que l'Étoile de Monalo organise du côté de Petit Canal. Tournoi réservé aux U14 et U15. On y va? C'est bien ça, bien. Bien déjà, bonsoir à tous, bonsoir aux personnes qui sont sur le plateau, bonsoir à toute la Guadeloupe. Oui, samedi, l'Étoile organise un tournoi amical dans le cadre d'un échange avec une équipe de Saint-Martin, à Saint-Louis-Tao. Donc voilà, donc à partir de 8 h, ce sera le coup d'envoi. Il y a 6 équipes qui sont concernées par ce tournoi. Oui, alors, je sais que tu es éducateur au niveau de l'Étoile. Quel est l'intérêt pour toi d'organiser un tel tournoi?
L'année dernière, ça a été lancé depuis l'année dernière. En fait, nous sommes déplacés sur Saint-Martin, toujours dans le cadre d'un échange avec... il y a ceux qui vont chercher en métropole, qui vont chercher à côté, un peu plus loin que nous, mais nous, on a préféré déjà peut-être aller sur Saint-Martin, parce que sachant que, notamment, la Saint-Louis travaille très bien, donc pour nous, on a jugé utile de lier quelque chose avec eux. D'accord, alors, oui, vas-y. Ouais. Donc, cette année, c'est à notre tour de poursuivre cet échange en organisant ce tournoi. Oui, alors les équipes, je les vois justement à l'écran, Saint-Louis Star de Saint-Martin, U14 du Pôle Espoir, l'AS Cambouefort, l'Equinox, l'Étoile 1 et l'Étoile 2. Pourquoi 2 équipes de l'Étoile? Écoutez, déjà, je vais porter une petite rectification par rapport aux visuel qui sont invités. D'accord. Ça veut dire que Cambouefort, au dernier moment, a désisté. Oui, d'accord. On ne sera pas là. Justement, je profite de l'antenne et puis, s'ils sont à l'écoute, nos amis de la MJCA, ils ont répondu présent dès que je les ai appelés. Mon ami Fabien Javois, oui. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, on va venir, on va participer à ton tournoi de façon pour ne pas fausser les choses. D'accord. Bon, alors, un petit rappel de la date de ce tournoi, c'est le 18, hein? D'accord? C'est quasiment toute la 18, journée. Toute la journée, les matchs de classement le matin et à partir les matchs de 8 heures. poule le matin, pardon. À partir de 8 heures, nous sommes d'accord. Oui, à partir de 8 heures. Et l'après-midi, la 3e place et la finale. Merci beaucoup. Tout ça dans le cadre de la fête du football, ça veut dire que ce sera la fête, il n'y a pas d'enjeu, c'est une fête qu'on organise. Avec une petite récompense au bout, absolument, il y a une récompense pour tout le monde. Alors c'est quoi en termes de récompense? Toutes les équipes participantes, les joueurs seront médaillés, ils vont avoir une médaille. L'équipe vainqueur aura bien sûr un trophée, et puis voilà, avec la remise des diplômes et tout ça. Merci Philippe, pas Philippe, plutôt Féolive et Virginus d'avoir été en direct dans cette émission pour nous parler de ce tournoi qui restera gravé, je pense, parce que les trois, lorsque il y a toujours du on va essayer de perpétuer ça de façon pour faire évoluer et puis voir un peu plus grand. Mais en tout cas, c'est moi qui vous remercie par rapport à la visibilité qui vous a permis d'être mise en avant. Oui. Sinon, merci à tous et puis à samedi à Petit Canal, 8h. C'est parfait, Ferlier. Merci encore. Eh bien, voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci, alors que Yann me fait un grand geste, là, juste pour me signifier que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Alors, la conclusion, avez-vous d'abord déjà, remercier tous ceux qui ont tout mis en œuvre avec le département pour pouvoir réaliser ce tournoi international U16. Donc, comme je l'ai si bien dit, on prépare déjà la 3e édition du tournoi international U16 et nous ferons en sorte d'avoir toujours des invités de renom en termes de centre de formation et mettre en place ce fameux challenge qui permettra à nos jeunes joueurs de pouvoir monter leur niveau en termes de jeu et d'habitude de jouer ensemble. Donc, merci aussi à Canal 10 pour la diffusion de tous ces éléments-là et surtout d'avoir montré que nous sommes capables aussi d'amener nos jeunes voir ce qui se fait de mieux dans l'excellence. Et merci pour tout cela. Et Paulin, très rapidement. Oui, moi, je dirais avant tout merci au département, merci à M. Guy Losbar, M. Daniel Dulac et toute son équipe d'organiser ce fameux tournoi parce que j'étais en Martinique ce week-end et je vous avoue que les Martiniquais et les Guyanais, j'ai vu des Guyanais, ils se disent mais comment est-ce possible de réaliser un tournoi comme cela parce que c'est un grand tournoi et je ne serais pas surpris que d'ici quelques années on entende qu'on sache que la Martinique ou la Guyane organise un tournoi similaire à celui-là. Monsieur... Très rapidement, moi qui commence à avoir un certain âge, j'ai pu voir ce qui se faisait avant, je vois ce qui se fait maintenant, et je me dis qu'il reste encore des choses à faire. Et donc la dernière chose, c'est de dire merci. Merci au président de l'OSBAR, merci au département, merci à la CNMT. Et je tiens singulièrement à te remercier, toi, Richard, pour le travail merveilleux que tu as réalisé sur place. Merci. Mais ça, c'est pour vous, messieurs. Écoutez bien.
moi qu'avant toute qualité viande cabrit, viande cochon, cheval tout putain. Oh madame vini acheter, mandez un kilo pour, les moi commencer by coup, madame mettez ya couiller, tire assez, tire cheval là.